Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. En Chine, tous les moyens sont bons pour mettre au pas la société civile. Pression, arrestation et même disparition. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, des opposants au régime se volatilisent chaque mois dans le pays. Parfois sans aucune forme de procès, ils sont envoyés dans des prisons secrètes où ils peuvent rester enfermés des mois, voire des années, sans que personne ne sache jamais ce qui leur est arrivé. Enquête sur la trace des disparus et auprès des activistes que la Chine de Xi Jinping rêve de voir réduite au silence. Le reportage d'Antoine Védéier et Charlie Wang. Hong Kong, secoué par le récit d'un libraire enlevé par les autorités chinoises. Detenido e interrogado durante meses en China por haber vendido obras críticas con Pekín. Hong Kong bookseller to return home after going missing for 8 months. Earlier this week, Lam Wing-Kee became the fourth of 5 Causeway Bay booksellers to resurface in Hong Kong. Son histoire a fait le tour du monde. En octobre 2016, Lam Wing-Kee, libraire à Hong Kong, disparaît dans le sud de la Chine. Pendant 8 mois, ses proches sont sans nouvelles. À sa libération, il donne une conférence de presse où il raconte avoir été enlevé et détenu par les autorités chinoises. J'avais vraiment très peur, j'étais perdu, je me sentais seul sans personne pour m'aider. Je ne savais pas ce qu'ils allaient me faire. Ce qu'ils faisaient n'était pas légal. Je me demandais s'ils allaient organiser mon procès. 2 ans après sa disparition, Lam Wing-Kee ne parvient toujours pas à tourner la page. La librairie dans laquelle il travaillait a fermé, sur ordre des autorités. Voilà, c'est ma librairie. Quand je passe dans le quartier, je viens ici pour jeter un œil. Quelqu'un a déposé un mot récemment. Il a écrit « Tenez bon ». Certains clients étaient vraiment reconnaissants du travail que l'on faisait dans cette librairie. Lam Wing-Kee n'est pas le seul à avoir disparu. Wang Yu, avocate des droits de l'homme, s'est volatilisée pendant 1 an et demi. Peter Dallin, suédois et responsable d'une ONG, est resté introuvable pendant 23 jours. Li Wenzhou est toujours à la recherche de son mari. Comme eux, des centaines d'autres ont un jour été enlevés et détenus au secret. Que se passe-t-il quand ces personnes s'évaporent ? Où sont-elles détenues ? Pourquoi la Chine s'en prend aux défenseurs des droits de l'homme ? Nous avons retrouvé les disparus du pouvoir chinois. Wang Yu est l'une des plus célèbres avocates chinoises, spécialiste des droits de l'homme. Elle est la première à avoir disparu. Elle a accepté de nous rencontrer en secret, malgré les menaces qui pèsent sur elle et sur sa famille. Le 9 juillet 2015, en pleine nuit, elle est arrêtée chez elle par les services de sécurité de l'État. Ils étaient très nombreux, plusieurs dizaines. Ils m'ont jeté sur le lit, m'ont mis les mains dans le dos. Ils étaient très nombreux contre moi. Ils m'ont passé des menottes qu'ils ont serrées très fort. Ensuite, ils m'ont mis un sac sur la tête et ils m'ont tiré à l'extérieur de chez moi. Wang Yu est accusée de subversion du pouvoir de l'État. Pendant plus d'1 an, elle sera détenue, torturée. Ils m'ont privé de nourriture et d'eau, de sommeil aussi. Ils m'ont empêché de dormir pendant 5 jours et 5 nuits. J'avais l'impression qu'ils voulaient me torturer jusqu'à ce que je meure. Je me demande encore comment j'ai fait pour endurer tout ça. En fait, c'est comme si j'étais morte une première fois.
La soudaine disparition de Wang Yu a marqué le début d'une vague d'arrestations de grande ampleur en Chine. Au total, près de 300 avocats et défenseurs des droits de l'homme ont disparu du jour au lendemain. Certains ont depuis été condamnés à des peines de prison lourdes. Ce coup de filet, qui a démarré le 9 juillet 2015, a été baptisé l'incident 709. À Pékin, cet avocat est l'un des seuls à défendre ses confrères emprisonnés ou menacés par le pouvoir chinois. Dans son bureau, des dizaines de dossiers. Il y a beaucoup de proches des membres de l'incident 709 qui ont déposé leur dossier chez nous pour que je les représente. Je peux vous montrer leurs lettres, il y en a beaucoup. Par exemple, ici, il y a une lettre de Li Yufeng. Elle est accusée d'avoir provoqué des troubles à l'ordre public. Elle a été arrêtée. Et ça, c'est une lettre de Jiang Tianyong. Il craignait d'être arrêté. Liang Xiaojun le sait, pour ses activités, lui aussi pourrait disparaître. Moi aussi, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Je pense que beaucoup d'avocats des droits de l'homme vivent dans la peur. Depuis 2012, une loi permet aux autorités de faire disparaître des suspects et de les maintenir au secret. Cette détention peut durer 6 mois. Un cadre légal pour ce que Liang Xiaojun préfère appeler des prisons noires. En Chine, les prisons noires, on appelle ça des résidents surveillés dans un lieu désigné. Ça peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. Ces endroits ne sont pas appelés prisons noires, mais dans les faits, ce sont des prisons noires. Ces disparitions sont orchestrées par le pouvoir chinois. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping met au pas la société civile et réprime toutes les voix dissidentes. Nous devons fermement combattre les paroles et les actes qui sapent et perturbent l'autorité du parti. Cette mise en garde vise tous ceux qui réclameraient plus de liberté. Pour les associations de défense des droits de l'homme, cette répression rappelle des heures sombres de l'histoire chinoise. Depuis les réformes et l'ouverture de 1978, quand la Chine a pris un virage historique pour essayer de réintégrer le monde et les institutions internationales, c'est l'une des pires répressions après les événements de la place Tiananmen en 1989. En Chine, un avocat est devenu le symbole des dérives autoritaires de Pékin. Wang Quanzhang est le dernier des centaines de disparus à n'avoir jamais refait surface. Cette photo a été prise en mai 2015. 2 mois plus tard, il se faisait arrêter. C'est l'un des derniers beaux moments qu'on a passés ensemble. Depuis sa disparition il y a 2 ans et demi, son épouse et leur petit garçon de 5 ans n'ont aucune nouvelle de lui. Mon papa me manque. Là, sur cette photo, il y a écrit « Papa, reviens vite !»« Papa, reviens vite !» Depuis son arrestation, Wang Quanzhang est maintenu au secret. Personne ne sait où il est.
Les avocats que j'ai recrutés pour le défendre n'ont pas le droit de lui rendre visite. Et je n'ai pas le droit d'entrer en communication avec lui. Nous sommes sans nouvelles, je ne sais pas du tout comment il va. En fait, je ne sais même pas s'il est encore en vie, mais je m'interdis d'y penser, car c'est trop douloureux de l'imaginer. Je ne sais rien, je n'ai aucune nouvelle. Mon mari était une si belle personne, un homme honnête. À cause du gouvernement chinois, cela fait 890 jours, 2 ans et demi que je suis sans nouvelles. Les autorités n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview concernant le sort de Wang Quanzhang. En Chine, défendre les libertés peut mener à l'exil. Un pays est devenu la base arrière de ceux qui fuient la répression des autorités de Pékin. Nous sommes allés en Thaïlande, là où se cachent plusieurs centaines de ressortissants chinois. C'est ici aussi que s'est réfugié un activiste suédois. Peter Dahlin dirigeait à Pékin une ONG qui venait en aide aux défenseurs des droits de l'homme. Pour cela, le gouvernement chinois l'a accusé de subversion et l'a arrêté en janvier 2016. Sa disparition et sa détention, il les a racontées dans un livre co-signé avec d'autres victimes. Il y a 11 histoires, 11 personnages, des avocats, des personnes qui travaillent dans les médias, des membres d'ONG. Tous ont été placés en résidence surveillée dans un lieu désigné, les prisons noires du pouvoir chinois. Peter Dahlin y a été privé de sommeil pendant plusieurs jours. À l'intérieur, vous êtes seul, vous n'avez rien. Il n'y aura aucun procureur qui viendra vous voir. Vous n'avez pas le droit de voir un avocat. Votre famille ne saura pas où vous êtes. Et ils peuvent vous garder pendant 6 mois sans aucun processus judiciaire et vous ne pouvez rien y faire. Peter Dahlin est resté enfermé pendant 23 jours. Pour en sortir, il a été forcé d'enregistrer ses confessions diffusées à la télévision publique chinoise. I have caused harm to the Chinese government. I have hurt the feelings of the Chinese people. I apologize sincerely for this, and I am very sorry that this ever happened. Alors là, on est en pleine comédie. Tout ce qui a été dit avait été écrit au préalable. Les questions et les réponses étaient écrites. Elles avaient été étudiées, ajustées. C'était simplement à moi et à la journaliste de CCTV de lire nos lignes. Elle avait son papier, j'avais le mien, elle devait lire les questions et moi je devais lire mes réponses. Ces dernières années, la Chine a multiplié les enregistrements de confessions forcées. Elles sont utilisées comme preuve d'aveu lors de procès et sapent la confiance des défenseurs des droits de l'homme. Quand vous voyez quelqu'un que vous respectez, vous savez que c'est un défenseur des droits de l'homme et que vous le voyez dire des choses que vous ne l'auriez jamais cru capable de dire un jour, eh bien cela, ça répand la peur chez les gens, parce qu'ils ne peuvent qu'imaginer ce que le gouvernement a fait pour réussir à leur faire dire ce genre de choses. C'est pour éviter tout cela que Yan Bo-jun a décidé de quitter Pékin il y a 2 ans. Nous le retrouvons dans les rues de Bangkok. En Chine, il enseignait l'économie à l'université et militait dans un mouvement pro-démocratie. Le Parti communiste chinois veut arrêter les gens comme moi qui ont des opinions politiques différentes. Pour échapper à la prison et pour éviter d'être persécuté, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux que m'enfuir et vivre ici. Même ici à Bangkok, il y a toujours des risques. Pour éviter de me mettre en danger, je regarde souvent derrière moi pour m'assurer que je ne suis pas suivi. Même en dehors de Chine, Yan Bo-jun ne se sent pas en sécurité car les autorités de Pékin n'ont aucune limite dans la traque qu'elles mènent contre les dissidents. Aujourd'hui, il est forcé de se cacher, loin de sa famille, dans les locaux de ce cabinet médical. Voilà, c'est ici que je vis. C'est ici que je dors, que je fais la cuisine. Tout se passe ici. C'est aussi ici que je fais mes machines.
Avant, j'étais propriétaire de mon appartement en Chine, un appartement de 2 chambres et un salon. J'y vivais avec mon épouse et mon enfant. En Thaïlande, Yan Bo-jun a obtenu le statut de réfugié des Nations Unies. Je trouve cette situation incroyable. En Chine, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je serais exilé en Thaïlande, que je deviendrais un réfugié. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour améliorer mon pays et que cela serve à la population. Je ne pensais pas que cela me mènerait en exil, que je serais obligé de m'enfuir et de vivre à l'étranger. Je ne pensais pas que je serais comme un fantôme pour mon pays. Même dans mes pires cauchemars, je ne pensais pas en arriver là. Sa famille, ses amis, son pays, Yan Bo-jun dit que le gouvernement de Xi Jinping lui a tout pris. Pour lui, la Thaïlande n'est qu'une étape. Il souhaite refaire sa vie aux États-Unis. Fuir encore plutôt que disparaître. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Chaque année, l'Asie croule encore un peu davantage sous le poids des déchets électroniques. Et c'est à Hong Kong que le constat est le plus alarmant. Il y a 2 ans, la mégalopole produisait encore près de 200 000 tonnes de déchets électroniques, soit plus de 20 kilos par habitant. Un record en Asie. Depuis que la Chine a renforcé son contrôle sur l'importation des déchets, c'est à Hong Kong que s'entassent ordinateurs, imprimantes, moniteurs et autres déchets électroniques. La ville étouffe sous ces déchets et les solutions pour les traiter sont inadaptées. Conséquence, des centaines de décharges clandestines sont apparues un peu partout dans l'ancienne colonie britannique et les effets sur l'environnement y sont désastreux. À Hong Kong, le reportage d'Antoine Védéier et Vivienne Wang. Derrière les gratte-ciel de Hong Kong, loin du cœur de la ville, la zone frontalière avec la Chine offre un paysage sacrifié. Au milieu de ce décor sauvage, des centaines de décharges se sont implantées ces dernières années. Parmi elles, certaines traitent illégalement des déchets électroniques, parfois juste à côté des habitations. Il y a plusieurs décharges pour les déchets électroniques. En plus, elles changent tout le temps d'endroit. Là où on est maintenant, ils ne font pas fondre les déchets, mais font le tri. Ils démontent les pièces et les renvoient ailleurs. Hong Kong, l'une des villes les plus riches du monde, abrite aussi l'un des ports les plus importants de la planète, où transitent des millions de tonnes de marchandises. Jusqu'à 100 conteneurs comme ceux-ci remplis de rebuts électroniques entrent chaque jour dans le port. Longtemps, Hong Kong n'était qu'une étape avant que ces déchets ne partent vers la Chine, mais depuis 2015, les autorités de Pékin interdisent leurs importations et les conteneurs restent à quai. Hong Kong est ainsi devenu la poubelle électronique de l'Asie. La plupart des déchets électroniques proviennent des États-Unis et une petite partie aussi vient d'Europe. Ils arrivent ici à bord de ces conteneurs et quand ils arrivent au port, la majorité est envoyée dans des endroits reculés pour être déchargés. Les déchets électroniques arrivent ensuite ici. En quelques années, l'endroit s'est transformé en une décharge à ciel ouvert. Plus d'une centaine de centres de tri illégaux se cachent derrière ces palissades, à l'abri des regards. Pour trouver les dépotoirs clandestins, il faut s'enfoncer dans les terres, les déchets électroniques y débordent jusque sur le trottoir. Lecteurs DVD, chargeurs, ordinateurs, circuits imprimés. Ici, les cartons proviennent de Malaisie, du Japon ou des États-Unis. Ça, ce sont des boîtiers Wi-Fi pour les télévisions. Les produits de bonne qualité, on les garde à l'intérieur. Mais les autres, qui n'ont aucune valeur, et les choses en plastique, on les stocke dehors.
Les déchets électroniques sont triés dans ces décharges et alimentent ensuite un marché noir juteux entre Hong Kong et la Chine. Car certains de ces rebuts contiennent des composants précieux, de l'or, de l'argent, du cuivre. Moi, je m'occupe du démontage des produits. Ensuite, on vend ça à des clients chinois. Mais lorsqu'ils sont démantelés illégalement dans ces ateliers clandestins, les déchets électroniques peuvent être particulièrement nocifs. Cette ONG américaine documente depuis plus de 10 ans l'existence de ces décharges. Elle met en garde contre leurs conséquences désastreuses pour l'environnement et la santé de l'homme. Les déchets électroniques sont un problème majeur à Hong Kong, d'abord parce que quand ils sont exposés aux éléments naturels, à la pluie, des métaux lourds peuvent se déverser dans l'environnement, dans les sols ou dans l'eau. Dans la plupart, il y a du cadmium, du mercure, du plomb, du nickel ou encore du cuivre. Tous ces métaux lourds peuvent atteindre vos fonctions corporelles quand vous y êtes exposé lorsqu'ils sont démontés de façon incorrecte. Selon les ONG, il y a urgence, car Hong Kong est le territoire asiatique qui génère le plus de déchets électroniques par habitant. Plus de 20 kilos par personne ces dernières années. Ce qu'on a ici, ce sont des choses qu'on a récupérées chez des particuliers à Hong Kong. Il y a des réfrigérateurs, des télés, des choses comme ça. On va chez les gens, on récupère les affaires, on les charge dans le camion et on les ramène ici. Depuis un peu plus d'un an, 10 camions comme celui-ci sillonnent la ville et récupèrent gratuitement les appareils hors d'usage. L'entreprise chargée de cette collecte est mandatée par le gouvernement hongkongais. Il semble aujourd'hui plus enclin à traiter efficacement le problème des déchets électroniques. On produit de plus en plus de déchets électroniques. Des matières réglementées comme celles qu'il y a derrière nous, on en fabrique 70 000 tonnes chaque année à Hong Kong. Et comme nous sommes plus riches, nous achetons plus. Donc le problème ne cesse d'augmenter. Je pense vraiment que les gouvernements ont un rôle à jouer dans la gestion de tous les déchets. Le secteur privé ne peut pas tout faire tout seul. Depuis la mise en place de ce service de collecte, l'entreprise a récupéré plus de 1000 tonnes de déchets. Ils seront bientôt recyclés dans une usine de traitement spécialisée financée par le gouvernement. Elle doit ouvrir d'ici quelques semaines, mais elle ne traitera pas les déchets en provenance de l'étranger. La Colombie est le deuxième pays le plus miné au monde après l'Afghanistan. 31 des 32 départements colombiens sont touchés. Avec la signature de l'accord de paix avec les FARC fin 2016, la guerre entre la plus vieille guérilla du pays et le gouvernement a officiellement pris fin. L'un des défis du post-conflit est à présent de nettoyer les sols pollués par les mines antipersonnelles et les explosifs en tout genre accumulés durant un demi-siècle de conflit. Mais sur le terrain, la guerre n'est pas totalement terminée. Le déminage de la Colombie s'annonce complexe. Il est en partie réalisé par l'armée, en partie par des organisations civiles comme Handicap International. Reportage à Cajibio, dans les montagnes du sud-ouest du pays. Pascal Mariani, Juan de los Rios et Lionel Poussery. Quelque part, sous cette végétation épaisse, se cachent des pièges mortels. Nous devons arriver à la terre ferme, au sol original, pour pouvoir passer le détecteur de métaux. Léonella a 19 ans. Après avoir suivi une formation, elle est devenue démineuse pour Handicap International. L'association est chargée du déminage de sa commune, Caribio, dans la région du Cauca. Sur cette colline, d'après les paysans du coin, des engins explosifs auraient été placés par la guérilla. Il semble que ce soit des bombes qui étaient activées au passage de l'armée. Elles peuvent faire encore plus de dégâts qu'une mine antipersonnelle. Déminer ce seul terrain d'un peu plus de 1000 m² prendra environ 1 an. Comme Léonella, la plupart des démineurs ont été recrutés sur place. J'aide la communauté. Ils pourront enfin cultiver la terre ici, ou construire des maisons. Handicap International va décontaminer 7 municipalités dans 3 départements. Le chef des opérations, Aderito Ismaël, vient du Mozambique. Il y a eu plusieurs groupes armés impliqués dans le conflit colombien, avec différents intérêts.
Ils ont utilisé les mines pour différentes raisons, parfois pour protéger un territoire, parfois pour éloigner leurs ennemis ou simplement pour bloquer un accès. Le terrain miné est situé au milieu d'un hameau. Il fut longtemps occupé par l'ELN, la deuxième guérilla du pays. Ils avaient des explosifs, ils les plaçaient là-bas mais n'informaient jamais la communauté. L'inquiétude se lit sur les visages dès qu'un véhicule approche. L'ELN n'a pas déposé les armes. Des guérilleros en civil sont peut-être dans les parages. Pourtant, les villageois ont décidé de collaborer au déminage. Pour signaler les endroits susceptibles d'être minés, ils ont dessiné une carte des zones à risque. Les points rouges sont les endroits suspects. Stratégiquement, ils surveillent les croisements parce que l'armée les attaquait sur ces points. C'est là qu'ils installaient les mines. Le conflit est loin d'être résolu. On entend dire qu'il y a encore des combats pas loin. Des gens armés ont été vus. Ce n'est pas facile. ELN, dissidents des FARC et paramilitaires, continuent de se disputer la région. La peur ambiante rend plus difficile le travail des démineurs. Ces communautés vulnérables ont été victimes de toutes les parties en conflit. Encore aujourd'hui, ils n'ont pas confiance. Et ils ont peur de tous ceux qui viennent demander des informations. À la sortie du village de Caribio, l'ONG a installé son campement. Le déminage des sols colombiens commence à peine. Il s'annonce complexe. Cela fait 20 ans que je travaille dans le déminage. Et normalement, j'ai affaire à des mines conventionnelles, donc nous les connaissons. En Colombie, c'est différent, parce qu'ils fabriquent des mines avec n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir ici, ils plantent des mines dans des bouteilles d'eau ou de Coca-Cola. Ils les remplissent d'explosifs avec un déclencheur dans une seringue. Et en retournant le dispositif, nous ne pouvons pas les détecter avec un détecteur de métaux. Les guérillas ne sont pas les seuls à semer des engins explosifs. Au bord de la Panaméricaine, la ferme de Giovanni est au cœur de la bataille lors des blocages de route par les Indiens. En 2013, la police a utilisé des grenades offensives pour disperser les manifestants. L'une d'elles a été trouvée par un enfant dans le jardin. C'est mon neveu, Daniel Alberto. C'est à lui qu'est arrivé l'accident. Il a encore des éclats incrustés dans les yeux. Par miracle, il n'a pas perdu la vue. Mais un jour, une autre grenade a été trouvée dans leur champ de café. Les démineurs vont la faire exploser à distance à l'aide d'un câble et d'un détonateur. On la garde. On va l'utiliser pour entraîner notre personnel, pour qu'ils sachent comment procéder quand ils en trouvent une. Depuis 1990, la Colombie recense 11 500 victimes de mines et autres restes explosifs. 40% sont des civils. José avait 18 ans quand un obus laissé sur la route par la guérilla a bouleversé sa vie. L'armée l'a manipulé et l'a fait exploser. Et un éclat de la carcasse de l'obus m'a amputé la jambe droite. On apprend à vivre avec ça dans ce secteur. Il a fallu qu'on s'habitue à vivre au milieu de la guerre et des engins explosifs. Souvent, les accidents surviennent par manque d'informations. Buenas tardes, ¿cómo están? Un volet essentiel du travail des ONG est la sensibilisation aux dangers des mines et des restes explosifs. Nous rencontrons des personnes qui nous disent « Je l'ai ramassé, je l'ai mis ici, je l'ai déplacé avec une pelle et je l'ai enterré là-bas. Regardez. » En Colombie, la guerre et ses engins mortels se sont banalisés au fil du temps. Le gouvernement vise une décontamination totale du territoire en 2023. Un défi pour un pays qui n'a pas encore tourné la page du conflit. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de Code 24. Le président libanais Michel Aoun a appelé mardi 16 janvier la communauté internationale à faciliter le retour en sécurité des réfugiés syriens. Fin novembre, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a recensé 997 905 réfugiés syriens enregistrés au Liban. En grande majorité des femmes et des enfants. Notre reporter, Julie Dungeloff, s'est rendue au poste frontière de Car, qui a rouvert il y a un mois dans le nord du Liban. Là-bas vivent quelques 30 000 Syriens, une présence qui divise, vous allez le voir, les habitants de ce village chrétien. Bienvenue dans la Syrie des Al-Assad. Le message se veut accueillant. Pourtant, peu de voyageurs osent à nouveau franchir la frontière. Nous sommes dans le nord du Liban, à 50 km de Homs. Le poste frontière, fermé depuis 2011, a rouvert il y a un mois. C'est la première fois que je traverse à nouveau cette frontière. La route est très sûre et très simple. Tout s'est bien passé. Ce jour-là, nous ne verrons personne traverser vers la Syrie. Cet été encore, des djihadistes se cachaient dans ces montagnes. Ils en ont été délogés en août par l'armée libanaise d'un côté, l'armée syrienne et le Hezbollah de l'autre. 30 000 Syriens sont venus se réfugier à Al-Qa au Liban. La plupart est arrivée en 2011 au plus fort de la crise. Et ils patientent dans ces camps. Cette famille a résisté le plus longtemps possible. Elle a quitté Deir ez-Zor, l'un des bastions de l'organisation de l'État islamique, il y a un an. Ils y étaient agriculteurs. Au début, ça allait, mais vers la fin, c'est devenu très compliqué. Nous n'avions plus d'électricité, plus d'eau. Daesh a commencé à resserrer l'étau sur nous. Ils ont assassiné beaucoup de monde. On n'avait pas le droit de fumer. Nous devions nous faire pousser la barbe. Ils nous ont étranglés de toutes parts. Ici, on est obligé d'aller chercher de l'eau dans la montagne. On n'a pas d'eau, pas d'électricité. De quoi peut-on vivre? Quelle que soit la situation politique en Syrie, dès que ces chiens de djihadistes seront partis, nous, on rentrera chez nous. Ramadan a vendu des terres pour assurer sa vie en exil. Car excepté quelques boulots journaliers, ces Syriens n'ont pas le droit de travailler. La plupart vit avec moins de 3 € par jour. Voilà, c'est tout ce qu'on a. 2 matelas en mousse. Ça, ce sont les habits de mes enfants. Là, ce sont les miens. On n'a rien d'autre. On est parti les mains vides de Syrie. On n'a rien pris avec nous. Swad a fui avec son mari et ses 2 enfants. Les seuls membres de sa famille encore en vie. Les autres ont été tués par des djihadistes. Quitte à vivre sous une tente, elle préfère rester ici, où elle perçoit des aides des organisations internationales. Si la situation était sécurisée et si on avait encore nos maisons, on aurait envie de rentrer, évidemment. Cela fait 3 ans qu'on est ici, on en a marre, mais on n'a plus rien en Syrie. Notre maison a été détruite et la moitié de notre famille a été tuée. On ne peut pas y retourner. Dans cette petite ville chrétienne, la présence syrienne passe mal. La population a quadruplé, passant à plus de 40 000 personnes, et les infrastructures en eau et en électricité notamment ne suivent pas. La fermeture de la frontière pendant 6 ans a mis à terre l'économie. Quand la route était ouverte, la situation était bien. Tout se passait très bien, mais quand les Syriens sont arrivés, la situation s'est détériorée. La situation économique ici est catastrophique. J'achète 10 sacs de pain, je finis par en jeter 4. J'achète des légumes et j'en jette une grande partie. Depuis que les Syriens sont arrivés dans la région, ils ont ouvert leur propre petite échoppe. Alors depuis la réouverture de la frontière mi-décembre et la reprise de la majorité des villes aux mains de l'organisation de l'État islamique, les habitants espèrent voir les Syriens rentrer chez eux.
Les conditions préalables au retour imposées par le régime syrien sont compliquées. Les personnes qui n'ont eu aucun problème sécuritaire peuvent rentrer. Mais si les autorités syriennes ont le moindre doute sur une personne ou sur sa famille, si une personne a été blessée ou si quelqu'un de sa famille a été tué ou blessé par l'organisation État islamique ou Jabhat al-Nusra, ou si elle appartient à n'importe quelle faction d'opposition, ils ne la laissent pas passer. Nous, on voudrait qu'ils repartent dans leur pays tout de suite et pas demain, car leur présence est une catastrophe au niveau politique, au niveau démographique, et cela met en péril notre présence. Selon la Croix-Rouge, 80% des Syriens réfugiés dans la région aspirent à rentrer chez eux. Ces derniers mois, la Belgique a durci sa politique migratoire. Plusieurs descentes de police et arrestations de migrants à Bruxelles ont notamment suscité la controverse. À la manœuvre, Theo Franken, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, issu de la NVA, le parti nationaliste. Il est autant décrié qu'apprécié dans le royaume. Des bénévoles tentent de s'organiser pour tenter d'aider les migrants face à cette politique brutale. Reportage de nos correspondants Alix Le Bourbon et Clément Dalmar. Ahmed, je peux te laisser avec Isabelle, l'infirmière ? Ça va? Et Chaban, je te laisse avec Carole. Ça va? Comme tous les après-midi depuis son ouverture en début d'année, ce centre humanitaire se prépare à accueillir des dizaines de migrants. Parmi eux, des Soudanais terrorisés à l'idée que l'on filme leur visage. 6 de leurs compatriotes affirment avoir été torturés après leur retour forcé. Une collaboration entre la Belgique et le Soudan avait permis leur identification. Cette affaire révolte Walid, lui qui a dû fuir son Darfour natal après le bombardement de son village par l'armée soudanaise. The government in Sudan, dictator is very dangerous. Like me, all my family are died after 5 years. No family in this time, alone, me. Comme beaucoup, Walid est en transit. Son but, rejoindre au plus vite la Grande-Bretagne. Mais en Belgique, il n'existe aucun centre d'accueil et d'orientation pour ces migrants de passage. Avec cette structure située dans l'enceinte de la gare du Nord à Bruxelles, les ONG tentent de pallier le manque. Aujourd'hui, on est sur 500 personnes qui sont sur le territoire sans savoir s'ils veulent y rester ou s'ils veulent partir. Ça veut dire rien du tout. Et donc, il y a de quoi se demander si le gouvernement n'a pas besoin que ça purule d'une certaine manière, qu'il y ait une plaie ouverte sur la question migratoire pour continuer à en parler. En Belgique, c'est Theo Franken qui est en charge de la politique migratoire. Depuis le renvoi des Soudanais, l'opposition réclame sa démission, mais le secrétaire d'État reste droit dans ses bottes. On connaît les images de Calais, avec les groupes de migrants qui sont très, très agressifs là. Et maintenant, on voit ça en Belgique aussi. Et moi, je ne veux pas ça. Alors, donner un lit, un pain, un bain aux tous les migrants transitoires, ça, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est une fausse bonne idée, comme on dit ça. Une ligne dure qui a provoqué l'indignation en Belgique. Chaque soir, ils sont des dizaines de bénévoles à se retrouver au parc Maximilien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec une croix dessus, voilà. Et le chauffeur le distribue dans le van. C'est là que se rassemblent les migrants. Ok, c'est votre monsieur. Lancée l'été dernier, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés rassemble aujourd'hui près de 30 000 membres qui se proposent d'être chauffeurs ou hébergeurs. Okay. Vous les conduisez dans une famille? D'accord. Ce soir, Jean-François va offrir l'hospitalité à un migrant pour la première fois. Alors, je ne vais pas aller péter la gueule à Theo Franken, mais je vais faire quelque chose de plus pacifiste. C'est pour ça que je me suis engagé à ma petite échelle. Ce directeur d'agence de mannequins va donner un coup de main à 3 Soudanais. Il en déposera 2 chez un autre bénévole et emmène Mustapha chez lui. How many friends do you have? Like 1. Where he is? He is in the park. He has a house tonight? I don't know. Don't know. I'm sure he will, not worry. Pour Jean-François, c'est une manière d'apporter du réconfort et de résister à la politique de son gouvernement. J'ai été 2 fois honteux d'être belge dans ma vie, et la dernière c'était quand j'étais à l'étranger et que j'apprends que les Belges violent la Constitution européenne des droits de l'homme et renvoient des gens dans les pays où il y a de la torture, quoi. Ce soir,
Mustapha dormira au chaud. Pour ceux qui n'ont pas de place chez l'habitant, direction ce centre qui offre 80 lits. Nous y retrouvons Mehdi Kassou, l'un des fondateurs de la plateforme citoyenne. L'été dernier, cet ancien cadre a tout quitté pour créer le réseau de soutien. Ce centre a pu ouvrir il y a 1 mois grâce à la ville de Bruxelles qui a mis les locaux à disposition. Petit avantage en Belgique, c'est qu'il y a 3 niveaux de pouvoir, le fédéral, le régional et puis le local. Et donc on pose d'abord la question fédérale. Évidemment, le fédéral, ils ont une politique qu'ils appliquent, une politique comme ils l'appellent ferme mais humaine. On a beaucoup vu la fermeté, on attend l'humain. Donc notre démarche a été de nous adresser au niveau local et de demander un soutien. Ces mouvements de solidarité n'impressionnent pas le parti des indépendantistes flamands. Depuis le 1er janvier, le parti a grandi de 600 nouveaux membres. Mais comment cela se fait-il ? Pas de doute pour le parti, c'est bien la politique de Theo Franken qui séduit. Continue Theo, continue. C'est ce que demande la population. On voit très clair aussi, ceux qui votent traditionnellement à gauche, ils aiment bien cette politique ferme mais humaine. C'est un dossier complexe, l'asile et la migration, qui réclame de la nuance. Depuis des semaines au Parlement, ce député vert mène la fronde contre la politique migratoire du gouvernement. Il connaît bien la rhétorique de la NVA. C'est la stratégie nationaliste de la polarisation. Ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir 100% de l'électorat, mais ils essaient de radicaliser leur électorat nationaliste, leur électorat droitier. Et c'est ce qu'ils font. Et comme en Flandre, la population est plutôt à droite, eh bien, ils polarisent à droite pour essayer de maximiser leur vote et de capter une partie du vote d'extrême droite qui était en train de leur échapper. La question migratoire devrait être au cœur de la campagne de la NVA pour les prochains scrutins, les élections communales cette année et législatives en 2019. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Tout près des Causses du Quercy, le Lot permet de parcourir la France des petits villages et du terroir. De Rocamadour à Cahors, Code 24 vous fait découvrir ce soir le patrimoine, le rugby, inconditionnel sport local et le vin, produit du terroir par excellence de ce département du sud-ouest de la France. Notre voyage s'achève à Saint-Cyr-la-Popie, petit village où beaucoup d'artistes avaient élu domicile. Reportage. Pour apprécier la richesse du Lot, qui borde les Causses du Quercy, il faut prendre de la hauteur au petit matin, apercevoir les affluents de cette rivière, qui a donné son nom au département, puis porter notre regard sur Rocamadour, perché sur un rocher qui surplombe de 150 mètres la vallée encaissée de l'Alzou. Ce village vertical est fréquenté par 1,5 million de visiteurs chaque année. On vient ici pour découvrir ce patrimoine étonnant, monter les marches qui mènent tout en haut à la chapelle Notre-Dame, que l'on appelle la chapelle des miracles. Personne ressort de cette chapelle indemne. Ils sont toujours très émus devant cette statue, devant la Vierge Marie qui touche les cœurs encore aujourd'hui. C'est absolument fabuleux. Nombreux sont ceux qui viennent pour voir la Vierge Noire, à qui l'on attribue des guérisons miraculeuses. Nous quittons Rocamadour par le canyon. Une petite route, à l'aplomb des falaises, nous conduit sur le plateau. Un paysage sec presque aride, parsemé de cailloux. C'est le territoire de la brebis caussonarde, élevée pour ses petits. Voilà le plus jeune du troupeau. Il a aujourd'hui 4 heures simplement. Voilà. Il est né tout à l'heure, juste avant midi. De mémoire de Lotois, la brebis à lunettes aux yeux cernés de pelage noir a toujours pâturé sur le Causse. Il y a beaucoup de rochers, très peu de terre, donc un terrain très séchant. Seule la Causse du Lot arrive à passer sur ces terrains difficiles.
De la Dordogne à la vallée du Lot, le périple par les petits villages du Quercy, le long des murs de pierre sèche, nous emmène à Cahors, principale ville du département, célèbre pour son vin. Drôle de rituel. Entre deux rangs de vignes, les frères Sigaud pressent leurs raisins à main nue. Là, ici, on a déjà une idée avec la teinte du jus. Nous avons déjà une teinte rouge et qui est très très brillante et ça paraît être vraiment un bon millésime. Ce raisin est du Malbec, le cépage de Cahors. Il est indispensable de tester quelques grappes avant de donner le coup d'envoi des vendanges. On est prêt à vendanger. Au pied des vignobles, la rivière coule paisiblement. Depuis les berges jusque sur les coteaux, de longues rangées de vignes alignées méticuleusement sur un sol apparemment hostile. C'est hostile peut-être à l'homme, mais c'est pas hostile du tout à la vigne, quoi. Même avant le phylloxéra, il y avait des vignes ici présentes, quoi. Dans la famille Sigaud, il est le bâtisseur. C'est Jean-Marie qui a façonné ce domaine de 65 hectares. Et ce sont ses fils qui lui ont donné un nouvel essor. Leur terroir, ils l'ont étudié et ont aussi amélioré leur vinification pour trouver des nouveaux goûts. Ils ont compris tous nos défauts, la nouvelle génération, ça c'est un fait. Ils ont déjà des connaissances autres que les nôtres. Et on ne fait pas un vin pour se faire plaisir, on fait quand même un vin pour faire plaisir aux consommateurs. L'autre spécialité de Cahors, c'est le ballon ovale. Ici, on joue au rugby dès le plus jeune âge. On est avec le rugby. Dès qu'on est des gamins qu'on joue avec un ballon, il est plutôt ovale que rond. Clairement. Le rugby fédère, c'est-à-dire à la fois ça fédère la vie en collectivité, qu'on soit un village ou une ville. Donc c'est un sujet de conversation, c'est un lieu de rencontre, mais il y a également après la compétition. Pour découvrir autrement Cahors, il faut prendre la voie des eaux et passer les écluses. Alors l'écluse, elle fait 5 mètres de large et le bateau, il fait 4,80 mètres de large. Le plus difficile, c'est d'y rentrer. Une fois qu'on est dedans, après, ça bouge plus. Et voici le pont Valentré, emblème de Cahors, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La légende raconte que son architecte avait passé un pacte avec le diable. Le capitaine Jouandon ne se lasse pas de ce spectacle. Quand on aime la rivière, de toute façon, on la voit toujours d'une façon différente. Moi, je suis complètement passionné par la rivière. Donc, dès que j'arrive le matin sur mon bateau, je suis un homme heureux. À quelques encablures du chemin, Saint-Cyr-la-Popie. Suspendu au-dessus de la rivière, le village a été investi par les artistes. Là, on descend vers le musée Rignot et la maison Breton. André Breton, le maître du surréalisme, y avait élu domicile. Il a eu le coup de foudre pour ce village. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un endroit magique. C'est pour ça qu'on reste là, quoi. On est accrochés. Il l'a dit d'ailleurs, j'ai cessé de me désirer ailleurs. Danielle y est installée depuis 29 ans. Receveuse de la Poste de Saint-Cyr, artiste peintre à ses heures, elle connaît et aime chaque recoin, chaque ruelle de ce village envahi de touristes l'été. 750 000 visiteurs en moyenne. Ça va ? Ça va. Cette auberge, la plus ancienne du village, c'est la maison des artistes. Nombreux sont ceux qui ont laissé une œuvre sur ses murs. Breton ou le photographe Man Ray y avaient également leurs habitudes. C'est l'âme du village, là, je trouve. Là, c'est là qu'on venait tous les jours prendre notre café. À une époque, on le fait encore à l'automne quand il y a moins de touristes. Et c'était vraiment le cœur du village pour nous. Certains considèrent que Saint-Cyr-la-Popie est elle-même une sorte d'œuvre d'art, précieusement conservée par une nature sauvage et des siècles d'histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.